Salut à toute la piraterie de la boxe, c'est le Captain Crochet, le seul, l'unique pour une émission radio pirate spéciale. Et oui, l'été s'en vient et il fallait qu'on fête ça avec tous les pirates pour un jeu, un quiz spécial de l'été boxe pour les vrais fous de boxe. Et pour ça, j'étais obligé de faire appel à deux moussaillons de la piraterie qui suivent les chroniques de Captain Crochet depuis le début. Aujourd'hui, je vous présente Clément. Salut Clément. Salut tout le monde. Alors, c'est Clément qui vous parle. Merci de m'avoir invité pour l'émission. Déjà, je suis content d'être ici parce que moi, je suis depuis le début. Je suis à la base depuis le début. Et on va dire que c'est un honneur pour moi. Et j'en profite aussi pour venir parler d'un projet qui me tient à cœur. Et ouais, parce que t'es pas seulement un pirate de la boxe aussi, t'es un artiste et on peut suivre ton travail. Vas-y, parle-nous-en. Eh bien, alors, j'ai une page Facebook, en fait, où vous pourrez suivre mon travail qui s'appelle Les fanfictions et illustrations de Clément Romera, où, en fait, je suis en train de monter en ce moment un projet BD sur le milieu de la boxe, qui parle d'un boxeur fictif, qui s'appelle Mark Bauer, et qui, en fait, après une longue retraite, remonte sur les rings pour lutter contre un milieu de la boxe complètement corrompu, et qui se dispute des ceintures complètement dispatchées à droite à gauche. Et il va essayer de réunifier le titre pour prouver qu'il est le meilleur et qu'il n'y a qu'un seul champion et qu'il ne peut pas en dire Comme dirait Booba, pour pas en avoir deux, c'est ça? Ok, ah bah tu mets l'eau à la bouche. On répète, les fanfictions et illustrations de Clément Romera, la page sur Facebook, vous pouvez la suivre. Je vais mettre le lien en image, vous allez voir son travail. Et c'est un pirate de la boxe qui vaut le détour et son travail vaut le détour. On est impatient de lire cette BD. En face de Clément pour ce fameux quiz de l'été, on va voir quel pirate est le plus calé en boxe. En face de lui, on a aussi un autre pirate qui suit les chroniques depuis le tout début, depuis que Creed est sorti aux États-Unis, tu sais, pour vous dire. Et j'ai avec moi Bat. Salut Captain, salut Clément, salut tout le monde, ça va très très bien, pareil, c'est vraiment un honneur d'être ici, pouvoir parler boxe avec vous. Le seul petit univers où on peut parler avec vous pourrez, ça fait vraiment plaisir d'être là. Ça va très bien et j'espère que tu vas préparer des bonnes questions, le Captain. Mais oui, mais Bat, toi aussi t'es un pirate de la boxe, mais pas que ça, parce que comme Clément, t'es un artiste et tu es un fameux DJ. Ouais, fameux, je sais pas, ouais, je suis DJ sous le nom de Kanchi. Donc là, mon actu est fini, je pars en vacances, j'ai trop travaillé et je reprends du service à la rentrée. Mais je suis pas que DJ, hein, je suis aussi producteur de musique et je fais aussi de la musique pour le cinéma et la pub en fait à côté. C'est mon métier en fait, voilà. Chargé. Beaucoup d'actu, je te laisserai mettre des liens si tu veux pour que les lecteurs pour que les pirates, ouais, bah, pas de problème, je pense que les pirates ça va les intéresser à fond. Donc, quiz de l'été, on va s'amuser, on va jouer tous ensemble, vous nous écoutez, vous jouez avec nous. Un quiz de l'été que même la télévision n'oserait jamais faire, tellement c'est pointu. Et pour ce quiz, eh ben forcément, Clément va jouer contre Bat, Bat va jouer contre Clément, mais attention, si vous ne trouvez pas la réponse, c'est le capitaine qui prend les points. Ah oui, okay, c'est le capitaine qui prend les points. Voilà. Alors, je sais que les pirates sont calés comme tout, donc j'ai mis du temps à trouver des questions qui pouvaient un peu être difficiles, parce que sinon c'est trop facile. Voilà, alors on va commencer ce fameux jeu avec la première question. Et forcément, pour la première question, j'étais un peu obligé, on est encore dans le contre-coup du décès de Mohamed Ali, j'étais quand même un peu obligé de commencer avec lui, à tout seigneur, tout honneur. Et la première question que j'avais pour vous, puisque le décès de Mohamed Ali nous a permis de nous replonger dans sa fameuse carrière, dans sa très longue carrière, et je voulais reparler avec vous de son début de carrière. Alors, Cassius Clay à l'époque, après son premier combat pro, le 29 octobre 1960 à Louisville, contre un certain Tony Hunsaker, Clay va se délocaliser
à Miami pour s'entraîner et pour continuer sa carrière. Et il va commencer sa collaboration avec le célèbre entraîneur Angelo Dundee. Voilà, sa collaboration avec ce célèbre entraîneur commence à son deuxième combat. Les Pirates, dites-moi, quel était le nom de la célèbre salle d'entraînement, ce qu'on appelle le célèbre gym d'Angelo Dundee à Miami, où Cassius Clay s'est entraîné pendant tout le début de sa carrière? Ok, donc tu annonces tout de suite la couleur. J'annonce tout de suite la couleur, on est dans du pointu. Attention, on est dans du pointu. Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Est-ce que tu nous donnes un indice? Ouais. Je vais vous donner un indice. En fait, c'est pas vraiment le nom, et à la fois le nom et l'adresse. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, je suis sûr que tout le monde l'a vu, mais on l'oublie toujours. Voilà. Attention les pirates, attention les pirates. Est-ce que je vais prendre le premier point? Je pense qu'on va te l'offrir. Ouais, je pense aussi. Franchement, je sais sur celui-là. Vous jetez l'éponge? J'en ai vraiment aucune idée. Ok, vous jetez l'éponge. Alors, cette célèbre salle s'appelle le Fifth Street Gym. Le gym de la 5e rue. Ça vous disait quelque chose? Ouais. En fait, cette salle appartenait aux frères Dundee. Dundee. Et dans cette salle, avant Cassius et après Cassius, sont venus s'entraîner toutes, on va dire, j'exagère à peine, mais presque toutes les légendes de la boxe. Ingemar Johansson est venu s'entraîner, Cassius Clay est venu s'entraîner, Ray Sugar Leonard était aussi là-bas, est venu s'entraîner, Salvador Sanchez, je crois aussi, est venu s'entraîner. Tous les grands seigneurs de ces années-là sont venus s'entraîner. Emile Griffith est aussi allé s'entraîner dans cette salle-là. Ça a été dans des années 50 jusque dans les années 80, ça a été la salle d'entraînement où il fallait aller. Ensuite, elle a été dépassée par le Kronk Gym à Detroit. Et malheureusement, dans les années 90, en fait, cette salle a été détruite et la ville de Miami a fait un parking. Voilà. Ce qui est quand même un peu dommage quand t'as un lieu comme ça aussi mythique. C'est là, par exemple, que les célèbres photos entre les Beatles et Mohamed Ali et Cassius Clay ont été faites. Pendant la première tournée des Beatles, où ils sont venus le voir. Et donc, ce gym légendaire s'appelait le Fifth Street Gym. Et je pense que ça fait un point pour le capitaine. Un point pour le capitaine. Tu sais pourquoi elle a été détruite cette salle? C'est parce que je pense que les frères Dundee ont voulu vendre le bâtiment, et ça a été vendu à un promoteur immobilier qui en a fait un parking. Ok. Malheureux, ouais. Malheureux. La ville n'a pas du tout intervenu, n'a pas compris que ça pouvait être un lieu mythique de visite. Et donc c'est tombé dans l'oubli. Alors, on passe à la deuxième question. Vous allez vous refaire, les gars. Ouais. Deuxième question, et on reste toujours avec Mohamed Ali. On reste toujours avec Cassius Clay et Mohamed Ali. Donc, là encore, ce tout début de carrière qui est finalement un peu méconnu. C'est un peu la zone mystérieuse de l'histoire de Cassius Clay. Donc, dans cette fameuse année 1960, qui est si importante pour Cassius Clay. Rappelez-vous, il devient champion olympique en septembre à Rome, dans un super combat d'ailleurs. C'est peut-être l'un des meilleurs combats boxe amateur que j'ai jamais vu. La victoire en finale à Rome de Mohamed Ali contre son adversaire, malheureusement j'ai oublié le nom. C'était un combat vraiment acharné et qui mérite d'être vu. Alors, comme on l'a dit, avant de commencer sa collaboration avec Angelo Dundee pour son deuxième combat, Cassius va préparer son premier combat pro à San Diego. Savez-vous sous les ordres de quel champion de légende Cassius Clay va brièvement s'entraîner pendant 2 semaines? Je sais qui c'est. Attention, Clément. Vas-y Clément. Tu me mets la pression alors là. Ouais, je sais qui c'est. Clément, là. C'est bon. Vas-y. Il me semble que c'est Archimura. Bravo Clément.
Bonne réponse. Bravo. Bonne réponse. Et le point va pour Ouais, Clément. Bonne réponse. Bat, tu t'en avais déjà entendu parler, peut-être pas? Non, je savais pas qu'Archimour avait. Il est entraîné, tu dis, sur son premier combat? Voilà, ils se sont. Il était dans son coin? Ils ont été. Il n'a pas été. Je sais pas. Il faut vérifier s'il a été dans le coin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la salle dans San Diego, c'est lui qui l'a dirigé, c'est lui qui l'a entraîné pendant 15 jours. Apparemment, ça s'est pas bien passé. Ah, Pas bien passé du tout. Vas-y, Clément. Je mors à un excellent documentaire qui est sorti il y a 2 ou 3 ans qui s'appelait I Am Ali et il racontait brièvement comment ça s'était déroulé entre eux et il disait que c'est une anecdote très marrante. En fait, il avait essayé de le discipliner à fond, mais bon, discipliner Mohamed Ali, c'était déjà à mon avis un exploit à l'époque et personne n'y arrivait. Tout à fait. Et en fait, il y a un moment où il a su qu'il n'arriverait pas à le cadrer. C'est quand il lui a demandé de balayer devant sa porte, devant la porte de chez lui. Et Mohamed Ali aurait répondu à Archimour, je le faisais déjà pas pour ma mère, alors je le ferai pas pour vous en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que... Du pur Cassius Clay dans le texte. Hein. étonnant. Ouais. C'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est à partir de ce moment qu'il a su qu'il n'arriverait pas à le cadrer. Et je crois que et c'est Mohamed Ali, je l'ai lu dans sa biographie où il disait qu'en fait, c'est parti sans le prévenir en fait. Il est parti sans le prévenir. Voilà. D'accord, il a claqué la porte, il est parti comme ça, sans Ok. prévenir, ouais. Ouais. Alors, point pour Clément. Attention pour l'instant, Bat, pas encore de points. Le capitaine 1, Clément 1. Ça reste serré. Et donc, ce qui a été, si on peut dire bien, dans cette période où on s'est un peu remémoré Mohamed Ali, c'est qu'on a aussi pu se replonger dans des trilogies les trilogies de légendes. On peut dire que ce qui est bien aussi avec Mohamed Ali, c'est que il a un peu instauré dans notre conscience collective de fans de boxe ce point essentiel qui est la trilogie, cette histoire essentielle qui est la trilogie dans l'histoire de la boxe, au même titre que dans le cinéma. Donc, je vous demande pas quelle est votre trilogie cinéma préférée, les gars, mais bien sûr, comme on a beaucoup reparlé ces derniers temps de la trilogie entre Mohamed Ali et Joe Frazier, on oublie aussi de parler aussi de cette trilogie entre Ali et Norton. Quelle est votre trilogie boxe préférée, qui vous tient le plus à cœur? Bat, quelle est ta trilogie que tu adores revoir? Je pense que j'ai vraiment, je dirais quand même Mickey Ward et Arturo Gatti. Bien sûr. On est quand même pas mal là-dessus, enfin, surtout le premier combat qui est vraiment Ouais. légendaire. Ouais. Et Mais tu vois, moi, je trouve que le troisième, les deux autres sont pas mal non plus. C'est vraiment, le troisième, c'est celui que je regarde le plus. Oui, mais c'est vrai qu'il est bien. C'est Ouais. vrai qu'il est bien. Et- Mais cette phase au premier combat à partir du 6e round, Ouais. On est dans c'est- quelque chose là. on est On part avec eux dans une sorte d'absolu, c'est fou. on dépasse le sport complètement là. Clément, toi, ça sera à peu près la même chose? Toujours Gatti et Mickey Ward? Je voulais dire ça, je voulais répondre pour ça parce que le round 9 déjà du premier combat, ça doit être le truc le plus phénoménal de tous les temps que j'ai vu dans un sport. Pour la troisième question, on va rester sur cette trilogie Gatti-Ward. Alors, il faut savoir que le 7 juin dernier, on a fêté les 13 ans de la fin de cette trilogie. Déjà, ça fait déjà 13 ans que le dernier combat a eu lieu, le 7 juin dernier. Et ma question, pour ce combat extraordinaire et vraiment incroyable, ma question, attention, celui qui est le plus près remporte le point. Vous allez pouvoir me faire une réponse. Je prends le gagnant est celui qui me dit son expertise au plus près. Alors, voici la question. Au soir de ce combat, c'est-à-dire avant le premier coup de gong, au soir de ce premier combat, avant le premier coup de gong, quel est le palmarès, le palmarès de Mickey Ward? Le soir du combat? Le soir du combat, avant le premier gong. Alors, On n'inclut pas le dernier combat. Quand il monte sur le ring, quel est son palmarès? alors, Le 7 juin 2003. Le 7 juin 2003. Allez, attention, je demande simplement victoire, défaite.
Nombre de victoires, nombre de défaites. Clément, c'est à toi. Après, on passera à Bat. Vas-y. Alors, en défaite, je suis sûr et certain qu'on est à 12 défaites. On est à 12 défaites, je pense que c'est ça. Et en victoire, je dirais 31, je crois. 31, d'accord. Ah, d'accord, 31 victoires, 12 défaites pour Clément. Bah, tu peux dire exactement la même, tu peux reprendre exactement la même chose. Vas-y. Je suis persuadé qu'il a une dizaine de défaites à ce moment-là. Alors par contre, pour les victoires, je le vois un peu plus haut. Moi, je le verrais autour des 35 sans doute. Des 35? Ouais, je pense. Mais il doit avoir une dizaine de défaites. Attention, Ouais, prends ton temps. Je vais dire 10 défaites et 35 victoires. Allez, soyons précis. 10 défaites, 35 victoires? Ouais. Alors, et toi, Clément, tu dis 31 victoires et 12 défaites. 12 défaites. 12 défaites. Bat, 35 victoires et 10 défaites. La réponse, au soir, le 7 juin 2003, quand il monte sur le ring, Mickey Ward, il a 38 victoires et 12 défaites. Et 12 défaites. Bon. 38 victoires et 12 défaites. Alors, les gars, vous savez quoi? Non, je vous donne chacun un point parce que Clément, t'étais tombé pile pour les défaites. Mais Bat, tu étais plus proche pour les victoires. Un point chacun, les gars. Un point. Enfin, tu as un point. Le capitaine, j'en ai un aussi. Et Clément, pour l'instant, c'est lui qui mène avec 2 points. On a parlé de légendes depuis tout à l'heure. On a parlé de Mohamed Ali. On a parlé de trilogie de légendes depuis tout à l'heure. Alors, on va rester dans le légendaire, mais j'avouerai une légende un brin forcé. Hein. On va parler de TBE. On va parler de Floyd Mayweather, notre grand ami Floyd Mayweather. Avant de commencer la question, les gars, votre avis sur Floyd Mayweather? Bat, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Moi, c'est un boxeur que j'apprécie énormément en boxe pure. J'adore ce genre de boxeurs qui ne prennent pas de coups. Et malgré ce qu'on peut dire, il a quand même une carrière remplie, il a quand même rencontré la crème de la crème. Ce qu'il fait en dehors de la boxe ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, n'est vraiment pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant, c'est même presque critiquable. Par contre, ce boxeur, bon, on ne va pas parler de sa fin de carrière, mais ce boxeur m'a quand même fait rêver. Moi qui ai fait de la boxe longtemps, je me suis toujours demandé, mais comment fait-il comment ça? Il faisait comment il faisait pour ne pas prendre de coups? Il a une vista incroyable, il a une technique incroyable, et il a quand même fait des combats magnifiques. Même, je revoyais, on parlait d'Arturo Gatti, je revoyais le combat il n'y a pas de longtemps entre Floyd Mayweather et Arturo Gatti. Il n'y a pas de combat. Incroyable, cette vitesse d'exécution. Il n'y a pas de combat. 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 Il est imprenable, ce gars. Et en fait, c'est une éponge. C'est ça qui me fascine, c'est une éponge. Il peut mettre n'importe qui avec les qualités en face. Il absorbe ses qualités. On a l'impression d'avoir un enfant à chaque fois en face de Floyd Mayweather. On est incapable de le boxer, c'est incroyable. De toute façon, qu'on l'aime ou pas, je pense que Clément sera d'accord avec nous, qu'on l'aime ou pas, on ne peut pas critiquer son talent, son talent pur, et surtout aussi le fait qu'il est jamais pris de haut, non pas ses adversaires, mais il n'a jamais pris de haut la boxe. Il est toujours arrivé au top. Et c'est pour ça aussi qu'il n'a jamais fait d'erreur d'immaturité, comme par exemple Tyson l'a fait en 90 contre Buster Douglas, par exemple. Ouais. Voilà. Donc ça, on peut pas lui enlever. Maintenant, quel est le combat parce que tous les combats, vous êtes d'accord avec moi, tous les combats de Floyd ne sont pas... parfois, c'est des purges à regarder, on est d'accord. Mais quel combat quand même vous aimez regarder de lui? Il y a peut-être un combat de lui que vous aimez regarder, Clément? Moi, j'avoue que son combat contre Canelo, je peux toujours le regarder parce que ça a été tellement impressionnant. Alors, pas passionnant à regarder, mais... J'aime beaucoup la leçon technique qu'il a donnée à Alvarez en 2013. J'hallucine, voilà. On en a fait une hype de ce match. Ça s'est annoncé comme un truc qui... On y a cru surtout. On y a tous cru.
Et on est arrivé, et ben, c'était une balade de santé, enfin, c'était quelque chose de... Enfin, moi, ça me... J'ai vu le match, j'ai halluciné, quoi. Enfin, Ouais, d'accord avec toi. Je dirais. Voilà. Bat, pareil? Non, je dirais pas ça. Ce Alvarez, enfin Canelo Mayweather, il est vraiment très bien parce qu'il a mis en lumière tous les défauts de Canelo. Ça, pour moi, c'était vraiment très, très bon pour la boxe parce que Canelo, il a encore beaucoup de choses à prouver malgré son talent. Donc moi, le combat, je pense, de Mayweather que je regarde et que je me lasse pas, c'est contre Zabjuda. Sa capacité à revenir dans le combat qui était vraiment très mal engagé. Ah oui, Zabjuda, c'est peut-être, on oublie souvent, mais Zabjuda, c'est celui il a fait les 4 premiers rounds sont pour Juda et il a la clé, Voilà, exactement, exactement ça. Il a trouvé le truc pour battre Mayweather sur ce début de combat. Ouais, dommage qu'il pète aussi un plomb. Par contre, si je vais revenir sur mes mots, Mayweather contre Cotto. Voilà, Mayweather contre Cotto. Ouais, très beau combat, qu'on doit à Cotto, faut le reconnaître. Cotto, l'engagement de Cotto fait que le combat est beau. Ouais. Et alors, toi, Captain? Comment? Et toi? Alors, mais il y en a quand même pas mal. J'aime bien me replonger maintenant dans sa carrière en super plume. J'aime bien, mais il y en a un de 2004 contre DeMarcus Corley, appelé Chop Chop, à Atlantic City, où Mayweather va avoir son instant Rocky, c'est-à-dire que Mayweather va se casser la main. Il va se casser, un peu comme Arturo Gatti dans le 3e combat contre Ward, et ben Mayweather va se casser la main. Et tu vois un Mayweather qui doit sortir sa plus grande boxe pour s'en sortir. Et c'est vrai que celui-là est très impressionnant parce qu'il prend quand même pas mal de coups, mais tu vois que avec une main en moins, il est encore au-dessus, c'est fou. Et le sang-froid de ce mec, c'est un animal à sang-froid. On oublie souvent que Mayweather est un animal à sang-froid. Exactement. D'ailleurs, je crois que c'est le seul combat où il est compté, parce qu'il se casse la main et il met un genou à terre. Et je crois que c'est le seul combat de sa carrière où il est compté. Oui, non, il y en a un autre aussi au début de sa carrière, mais pour aussi une connerie de knockdown il est compté alors qu'il n'est pas touché. Voilà, ouais. Mais je ne saurais plus te dire contre qui. Ouais. Donc, le cas Floyd Mayweather, il fallait qu'on en parle. Et j'avais une question pour vous. J'ai associé 2 légendes, Floyd Mayweather et le Ring Magazine, la fameuse bible de la boxe. Selon vous, combien de fois Floyd Mayweather a été élu Fighter of the Year par Ring Magazine? On va commencer par Bat. Le plus près, comme tout à l'heure, le plus près gagne le point. Combien de fois Floyd Mayweather a été élu Fighter of the Year par Ring Magazine? On a la 4e question. Moi, je dirais 6 fois. 6 fois pour Bat. Clément, tu dis combien? Moi, je dirais 4 fois. 4 fois? Ouais, 4 fois. Dernier mot? 6 fois pour Bat, 4 fois pour Clément. Eh bien, Floyd Mayweather a été élu seulement 2 fois Fighter of the Year par Ring Magazine. Il a été élu en 2007 et il a été élu en 1998. Seulement 2 fois. Seulement 2 fois. C'est fou, hein? Incroyable, ça. Il a été au top pendant 20 ans et finalement, il a été seulement élu 2 fois. C'est Clément qui était le plus proche. C'est Clément qui marque le point. Voilà. Seulement 2 fois, c'est étonnant. C'est étonnant. Les pirates, dites-moi, moi je suis très loin de vous. Et je voulais savoir, est-ce que Ring Magazine, c'est un magazine que je suppose qu'il n'est pas vendu en France? Est-ce que c'est quand même un magazine que vous arrivez à vous procurer et que vous lisez de temps en temps? Non, du tout pour moi. Non, du tout. C'est très difficile de se le procurer. C'est très difficile de se le procurer. Ça reste simplement quelque chose qu'on connaît, parce que qu'on connaît, mais qui est pas trop feuilleté. Alors, surtout. Ouais. Alors, on va rester pour la 5e question avec ce magazine, comme tu dis Clément, historique, et qui a entre autres contribué à faire l'histoire de la boxe. Voilà.
Notamment avec ce trophée du Fighter of the Year. Alors, selon vous, encore une fois, le plus près gagne le point. Selon vous, dans l'histoire de ce magazine qui existe depuis 1928, combien de fois le titre Fighter of the Year a été décerné à 2 boxeurs? C'est-à-dire qu'il y a eu des situations ex aequo pour le vote. Combien de fois il a été décerné à 2 boxeurs? Alors je vous aide un peu, sachez qu'en 1966, le magazine n'a pas attribué de titre Fighter of the Year. En 1966, il n'y a pas de Fighter of the Year. Voilà. Si ça peut vous aider. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Voilà, je me demande s'il n'y a pas eu un problème d'édition et que le numéro n'est jamais sorti. C'est possible ça. Alors combien de fois Le magazine existe depuis 1928. Alors, Clément, à toi l'honneur, je te laisse répondre en premier. Est-ce que tu serais un peu trop sûr de ta réponse? Non, Non plus. Le plus proche remporte le point. Vas-y Clément. Wow. Une estimation. 2 fois. 2 fois. 2 fois. Deux fois, tu dis? Ouais, en plus. Je savais même pas que c'était possible qu'il y ait deux, Ouais, moi non plus, je savais. battants en même temps. Mais vu que tu me précises, Captain, que c'est depuis 1928, ça veut dire qu'on a eu quand même l'occasion. Attention, attention, n'oubliez pas que je joue aussi, je fais un peu le traître. Attention. C'est possible que tu. Ouais. Allez, je dirais 3 fois. 3 fois. 2 fois, Ouais. 3 fois. Attention. Oh là là, c'est très serré. Alors, la bonne réponse, c'est 4 fois. La bonne réponse est 4 fois et le point va pour Bat. Le point va pour Bat 4 fois. Alors, je vous dis, la dernière fois que ça a eu lieu, ça remonte, on était petit, à 1985, où le ring n'a pas pu départager Marvin Hagler et Donald Curry. Les deux ont été Fighter of the Year. En quelle année tu dis? 1985. En 85? C'est la dernière fois que ça arrivé, en 1985. Ok. En 1981, le magazine n'a pas pu départager entre Sugar Ray Leonard et Salvador Sanchez. Là, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ouais, Là aussi, il a de la gueule. Autant 85, je mets Marvin Hagler direct. Donald Curry, je le respecte, mais il n'était pas au niveau de Marine. 1981, Leonard Sanchez, là oui, effectivement. Ensuite, il faut remonter en 72 avec Ali et Carlos Monzon. Ok. Ils n'ont pas réussi à départager Ali et Carlos Monzon en 1972. Et la toute première fois que c'est arrivé, c'est en 1934 avec 2 boxeurs que là, je connais relativement pas, entre Tony Canzoneri et Barney Ross. Ok. Voilà. Donc, voilà. Alors, on en est où? Pour l'instant, le capitaine a 1 point, Bat à 2 points et Clément à 3 points. Et on passe à la 5e, on passe à la 6e question. Et oui, on passe à la 6e question. Et on reste toujours dans la légende. On a parlé de Mohamed Ali, de Ring Magazine, de Floyd Mayweather, d'Arthur Gatti, Mickey Ward. Et là, on va parler de notre ami Mike Tyson. Mike Tyson, les gars, quel est le combat ou la période de Mike Tyson que vous chérissez particulièrement? Bat. Voilà, tout son début de carrière. Évidemment. À partir du moment qu'il est champion du monde, à partir du moment qu'il rencontre Evander Holyfield, de toute façon c'est fini. Et à partir du moment qu'il ait toutes ses affaires avec le viol, la drogue, etc., on voit bien que c'est un gros gâchis et que ça l'a complètement détruit. C'est les années 80 que tu aimes, c'est ça? Ah ouais, j'aime. Moi, je suis né, c'est lui c'est le premier boxeur que j'ai vu, c'est Tyson. C'est le premier boxeur que j'ai vu. Je suis de 82, donc j'ai grandi avec ce type. Et quelle puissance, impressionnant. Et ouais, vraiment son début de carrière. Voilà. Je voyais pas qui pouvait l'abattre. Bien sûr. À ce moment-là. Clément, c'est un peu pareil. Je suppose pour toi, on est tous un peu comme ça. C'est les années 80. Ouais. Ça... Oui.
Je pense, mais surtout, moi, la question que je me pose, c'est si Cus D'Amato n'était pas mort, où est-ce qu'il en serait aujourd'hui, en fait? Ouais, s'il était mort un peu plus tard. Ouais. C'est parce que c'est ça qui l'a coupé, je pense. Je pense que c'est. Oh oui. Il est devenu champion du monde après sa mort, mais je pense qu'après, il n'a pas su gérer la suite sans lui, en fait. C'est ça. Bah non, c'était un gamin. Imagine-toi quand on a déjà, nous, quand on a 20 ans, on peut dire qu'on était quand même mature, enfin, on peut le reconnaître, etc. Mais lui, c'est un gamin de la rue, avec rien du tout, seulement Cus, et il meurt. Et autour de lui, c'est que des requins. Forcément, ça pouvait pas bien marcher. Forcément, ça pouvait être que dramatique. Ouais. Et Don King, premier. Voilà. Donc, on est tous d'accord, les années 80, c'est cette période magique, éternellement magique. Mais les gars, est-ce que vous connaissez aussi la période avant qu'il devienne champion du monde contre Trevor Berbick en 86? Ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a des combats quand même que vous connaissez un petit peu juste avant qu'il soit champion du monde? Parce que il y a des beaux combats juste avant qu'il soit champion du monde. Il y a des très beaux combats, mais alors pour les adversaires. Ah ouais. Alors attendez. Il y avait un Frazier dans le lot. Ouais, le fils Frazier. Le fils. Ouais. Voilà. Joe Frazier. 36 secondes ça a duré. 36 secondes. Alors, écoutez-moi les gars, moi comme vous, cette période-là, on va dire 86, 88, 86, 87, je trouve extraordinaire, mais j'aime aussi certains combats qui ont lieu juste avant qu'il soit champion du monde. L'été avant qu'il soit champion du monde, Mike Tyson combattait tous les 15 jours. C'est ouf de penser ça, c'est incroyable. Écoutez ma question, combien de fois Mike Tyson a affronté Mitch Green? Mitch Green. Le plus près gagne encore une fois le point. Combien de fois dans la carrière de Mike Tyson, Mike a affronté Mitch Green? Écoutez bien la question. Combien de fois Mike a affronté Mitch Green? Je te laisse en premier bateau. Je répète la question. Écoute bien. Combien de fois Mike a affronté Mitch Green? Il y a un piège dans ta question, avoue-le. Je vois. Déjà, je sais que ça se fait de pouvoir l'affronter plusieurs fois. Combien de fois moi, je dirais une fois. Il l'a affronté qu'une fois. Tu dis une fois. Clément, tu peux dire la même chose. Clément, tu peux dire autre chose. Voilà. Je suis généreux aujourd'hui. Je donne des points. Je dirais une fois. Allô? Une fois, donc Bat dit une fois, Clément dit une fois, les gars. Alors, la réponse, c'est 2 fois. C'est 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il l'affronte une première fois sur le ring, le 20 mai 1986. Un super combat, je vous conseille d'ailleurs. Super combat. Mitch Green, vraiment, c'était un bonhomme, donc il a réussi à tenir la distance en proposant quelque chose, et Mike Tyson est au top. Le 20 mai 86, donc juste avant qu'il devienne champion du monde. Mais ils se sont affrontés aussi dans les rues de New York en 1988 dans un magasin de fringues. Et oui, et même Mike s'est cassé la main sur la gueule de Mitch Green en 1980. Donc il a gagné 2 fois. Et ils se sont battus dans un magasin parce que Mike voulait un blouson de Public Enemy, Don't Believe the Hype. Et oui, c'est ça la petite histoire. Bon, les gars, là, je pense que c'est moi qui mets le point. Excellent, ça. Ah oui, c'est excellent. Je savais bien qu'il y avait un piège dans ta question. Bah oui. Il y avait forcément un piège. Donc, le point est pour toi. Le point est pour moi. On en est à Clément qui est toujours devant avec 3 points. Et le capitaine et Bat sont à égalité avec 2 points. Ça reste serré. Et on passe à la 6e question. Donc, après avoir parlé autant de légendes de la boxe, il était temps de parler d'une émission légendaire, la radio Pirate Box. Je pense qu'il était temps. Donc depuis janvier, on a beaucoup bossé pour cette émission, j'espère que ça vous plaît. Et j'avais envie de vérifier avec vous, les pirates, que vous avez bien écouté. D'accord? Bien écouté. Dans la radio Pirate 4, on avait fait le portrait de champions que l'on estimait sous-estimés. Souvenez-vous, on avait fait notre top des sous-estimés de la boxe. Oui. Vous vous souvenez?
Quelle était la liste du Captain? Attention, le plus rapide gagne. Quelle était la liste des sous-estimés du Captain? Oh là 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 là. Ah, putain. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas bien révisé. Ouais, c'est clair. Alors, pour vous aider, c'était une liste de 3 noms. Oui. C'était une liste de 3 noms. Des noms actuels, hein. C'est des boxeurs Oh, actuels. non, Pas forcément. c'était Ah. sur toute l'histoire de la boxe, j'avais pris, ça pouvait être actuel, c'était pas, ça pouvait l'être, ça ne... Voilà. Ok. Je vais... Je dirais que... Oh mon dieu. Ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué. Ouais. À fond. Tu parles d'Archimour tout à l'heure, mais je verrais bien dans ta liste, Captain. C'est une liste de 3 noms, donc vous pouvez élaborer dans votre tête une liste de 3 noms. Celui qui est le plus proche prend le point. Prend le point. Si vous me donnez chacun une liste de 3 noms et que l'un d'entre vous tape sur un bon nom, il prend le point, c'est facile. Souvenez-vous, ceux que j'estimais sous-estimés. C'était l'émission 4. Alors, je suis pas sûr de Archimon. Je cherche le troisième. Si, il y en a. Ah, mais non. Attention, on va arrêter là. Maintenant, je passe la parole à Bat. Bat, c'est à toi, tu prends la parole. Donne-moi une liste. Allez, je te dirais Archimour, je te dirais Cooper. Cooper qui? Il y a plusieurs. Le dernier, je vois que j'ai pas bien révisé toutes mes leçons. Le dernier, je sais pas. Allez, je dirais un nom. Je vais dire sous-estimé. Allez, Riddick Bowe, mais je sais que c'est pas ça du tout. Alors, tu me dis Cooper, Archimour, Riddick Bowe. Clément, tu me dis quoi? Archimour, je dirais. Je pensais à Riddick Bowe, mais je sais qu'il était pas dedans. Non, il était pas dedans. Il était. Allez, faut que tu me donnes une liste. Archimour. Franchement, je sais pas. Selon toi, les sous-estimés du Captain. Putain, mais il y en a, c'est ça le problème. Il y en a trop de sous-estimés. Franchement, je cale, je sais pas. Franchement, je suis désolé. Les gars, franchement, je vais être ultra généreux. Je vous laisse réfléchir de nouveau et je vous donne un indice. Sur les 3 noms, il y avait 2 poids lourds. Ok. Allez, on recommence. Sur les 3 noms, il y avait 2 poids lourds. Clément, la parole est à toi. Bon, déjà Archimour. Ok. Archimour pour Clément. Alors, Archimour. Poids lourd. Sous-estimé selon le Captain. Attention, vous connaissez le Captain, oui. Hein? Vous le connaissez. Oui. Purée. Si. Oui. Ouh là là, Bat, il faut que tu prennes. Il faut que tu dises tout de suite quelque chose parce que je sens que Clément est en train de trouver là. Il est en train de trouver. Je vois sa tête, il est en train de trouver. Alors, ce nom, putain, il va falloir que je le trouve. Mais je sais, alors. Bat, tu peux prendre la main, attention. Ah, il a frotté le point du chaud, ce mec, en plus. Oh putain, il est chaud. Il chauffe, il chauffe. Ah putain, il a 28 Lewis en plus, Lennox Lewis aussi. Non. Bon, allez. 3 secondes, attention. C'est Macro, là. Stop les gars, stop. On arrête de parler, on arrête de réfléchir. Vous allez me sortir les 3 noms maintenant. Clément, 3 noms, tout de suite. Archimour, déjà, ce mec, putain, je vais pas me rappeler le nom. Ah, merde. Purée. Je crois qu'il y avait Emile Griffith déjà. Genre, je dis ça au hasard.
Allez, ça t'en fait deux. Dernier nom? Et ce mec dont je me rappelle pas le nom, je dirais un mec qui a vaincu une fois Klitschko et qui a perdu une fois devant Klitschko. Je me rappelle plus le nom, mais je suis sûr et certain que c'est lui. Donc tu me donnes que deux noms. Tant pis, on passe à battre. Oh là là, Clément, tu vas regretter, tu vas regretter. Allez. McCall. Archimour. McCall. Archimour. Allez, on va retaper dans un poids lourd parce que tu nous as donné un indice. C'est pas facile, hein. Allez, le dernier, bat. Allez, au pif, Ibrahimov. Allez, hop. Hop. Allez, on va. Eh ben, le point va pour le capitaine. Vous avez rien du tout, les gars. Vous avez rien du tout. Vous avez zéro, rien du tout. Alors, vous savez, mon top 3 des sous-estimés à l'époque, c'était Chris Bird. Oui, putain, oui. C'est celui-là, Clément, tu cherchais. Oui, Et il a fait un Toll of the Tape dessus, non? Voilà. Ouais. Chris Bird, Floyd Patterson. Oui. Ouais. Et Ike Quartet pour changer des poids lourds que j'avais mis dans les sous-estimés. Voilà. Et on est loin. On est très loin. On est très loin, les gars, on est très loin. C'est sympa de sentir que vous écoutez. Sympa, les mecs. Sympa. Allez, les gars, on enchaîne avec la question 8. Et toujours pour voir si vous écoutez la radio Pirate Box, mais aussi si vous regardez les émissions, les chroniques du Capitaine Crochet. Alors souvenez-vous, les amis, dans une de mes chroniques, il y a déjà un petit moment, qui était consacrée aux affiches de boxe. Une longue chronique que j'avais fait sur les affiches de boxe. Les retours des pirates que j'avais eu à l'époque m'avaient vraiment surpris, puisque ça a été l'occasion pour moi de voir que les pirates de la boxe s'étaient vraiment intéressés à l'émission The Contender. Alors je ne sais pas si vous aussi, à l'époque, The Contender, l'émission avec Ray Sugar Leonard et Sylvester Stallone, Avec Stallone, vous avez plu, mais j'avais été vraiment surpris de voir qu'il y avait beaucoup de pirates qui avaient suivi cette émission, qui connaissaient les boxeurs de cette émission. Donc je le rappelle, c'était une émission, on va dire, qui prenait les principes de la télé-réalité et qui essayait de faire émerger des boxeurs, on va dire des boxeurs seconde main, essayer de leur donner, de faire une sorte de tournoi pour les mettre au devant de la scène. Et même si on aurait pu douter de la qualité des boxeurs, finalement, il y a des boxeurs qui ont réussi à faire pas une grande carrière, mais qui ont réussi à faire des petites carrières quand même notables et respectables. Et je voulais vous poser une question dessus. Pouvez-vous me dire les participants de la saison 1 de The Contender, donc dans les boxeurs de la saison 1 de The Contender, qui ont par la suite réussi à gagner une ceinture mondiale? Alors, moi, j'ai pas suivi The Contender. Par contre, alors peut-être que je me plante totalement, mais j'avais cru entendre que André Ward avait participé à The Contender. Est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est faux. faux, il a participé à une sorte de tournoi, le Super Six, le Showtime. Oui, il a fait le Super Six. Voilà. Oui. Donc c'est. Je croyais qu'avant il sortait de The Contender. Alors qui aurait pu faire ça? Oui, mais il y a un problème, c'est que je me rappelle pas du nom. Je vois très bien qui c'est de tête et tout, je vois très bien qui c'est. Tu vois son visage, mais moi j'ai besoin du nom. Et je vois son visage, je sais qu'il est... Ben, il a un nom à connotation hispanique. C'est pas faux. Ouais. J'allais dire... C'est chaud, hein. On est dans la piraterie de la boxe, hein. C'est des questions... J'allais dire qu'est-ce que je crois pas. Je vois qui c'est, mais alors j'ai peut-être même le nombre de combats, de victoires et de défaites, mais pas le nom. Alors, il y en a un qui est devenu champion en battant quand même Vernon Forrest. Quand même. Oui, même si Vernon Forrest était plus âgé, c'est quand même... faut quand même le prendre. Donc il a quand même gagné contre Vernon Forrest. Et un autre qui a gagné sur le tas,
un autre qui a gagné sur le tard en étant, on va dire, dans la team TMT, là, dans la team de Mayweather, en étant la promotion étant faite par Mayweather, voilà, et qui a gagné contre Kundrich. Oui. Donc il y en a que 2 en fait qui ont réussi à obtenir une ceinture mondiale. Un la ceinture WBC, l'autre la ceinture IBF. C'est chaud, les gars, c'est chaud. De quel point? C'était chez les Super Welter. Ok. Ouais. Il y a plusieurs participants à The Contender qui ont eu une chance mondiale, notamment Peter Manfredo, que j'aime bien, Peter Manfredo qui a perdu contre Joe Casalgi à Cardiff et qui a perdu aussi au Mexique contre Julio César Chavez Jr. Il y a plusieurs participants de Contender qui ont eu leur chance. Même la saison 3, il y a Satcho Bika qui est devenu champion aussi. Bref, il y en a beaucoup. Mais sur la saison 1, il y en a 2 qui ont réussi à obtenir une ceinture mondiale. Vous donnez la haute langue gauche, les gars? Alors là, je ne connais pas. J'ai de l'éponge. Point pour le capitaine. Ah bah oui, cadeau là. Alors, point pour le capitaine. Et les réponses étaient Sergio Mora, dit le Latin Snake. Sergio Mora qui a gagné The Contender, qui a gagné le Contender contre Peter Manfredo. La finale avait eu lieu d'ailleurs au Caesar Palace, dans le hangar du Caesar Palace. Et le deuxième qui avait gagné bien des années plus tard une ceinture mondiale qui s'appelle Ishii Smith. Voilà. Il a fait The Contender, lui. Il a fait la première année de The Contender. Il a perdu en quart de finale de The Contender contre Sergio Mora, d'ailleurs. Voilà. Très bien. Voilà, donc c'était une question d'enfoiré pour me permettre d'avoir un point supplémentaire. Et tu prends l'ascendant. Voilà, oui, je prends l'ascendant. Captain 4 points, Clément 3, Bat 2. Mais Clément, pas d'inquiétude, tu peux totalement te refaire avec les questions qui arrivent. On parlait des ceintures mondiales. Donc, les ceintures mondiales, la WBC, la WBA, la WBO, IBF. À force de m'écouter, vous savez tout bien que j'en pense. Exactement. Voilà. Je ne sais pas quel est votre avis aussi sur cette multiplication des ceintures et à la fois cette multiplication de chaque ceinture. Quel est votre ressenti par rapport à ça? C'est une fumisterie totale. On est dans le box business par élan, c'est ce qui tue le sport depuis bien trop d'années. Mais tu l'as déjà expliqué, on va pas non plus, je pense, s'étaler, mais oui, c'est vraiment n'importe quoi. Et si encore les champions s'affrontaient entre eux, ça pourrait avoir un peu de gueule, mais en plus ils s'esquivent. Pour moi, c'est vraiment du business. Voilà. Ça fait énormément de mal à notre sport. Une fois, j'ai rencontré Jean-Marc, mon mec, c'est la petite anecdote, et j'ai entendu d'autres femmes à côté de moi qui m'ont dit qu'il avait du mal à le reconnaître en tant que champion parce qu'il n'avait pas un titre de champion du monde, alors qu'il il y avait plusieurs ceintures en fait. Et c'est ça, c'est qu'auprès du public, il faut un seul champion du monde, il n'en faut pas 4. Et oui. Le public qui s'intéresse de temps en temps à la boxe ne peut plus rien comprendre à la boxe. Ne peut plus rien comprendre. Clairement, ne peut plus rien comprendre. C'est ubuesque. Et je pense aussi quelque chose de très, de très pervers, c'est qu'il y a toujours une sorte de vente falsifiée de championnats du monde. C'est-à-dire qu'on vend à un public, on vend à des télévisions des championnats du monde qui n'en sont pas. Qui n'en sont absolument pas. Puisque quand une ceinture se permet d'avoir 5 champions du monde, un par intérim, un linéal, un par je sais pas quoi, les raisons sont les plus folles les unes que les autres, ça n'a aucun sens. Quand le dernier championnat du monde là en date en France là, avec le Yuri Kalanga, je crois là, il a été vendu comme un championnat du monde. Ça n'en était pas un. Clairement. Ce n'était pas un. Parce qu'il faudra m'expliquer pourquoi pour cette même ceinture, il y a 3 autres personnes qui la tiennent. C'est pénible. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'ils portent tous la ceinture là, même quand ils sont pas champions, tu vois.
Même quand ils sont pas champions, ils avaient quand même la ceinture WBC avec eux, dans qui parade avec. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Il est temps que... Il n'y a plus cette valeur de la ceinture. Il n'y a plus aucun intérêt d'avoir cette ceinture. Et ce qui me fait halluciner, c'est que on va dire la fédération qui, on va dire, se tient le mieux, qui on va dire à peu près se tient le mieux, c'est quand même la WBO. La WBO qui ne multiplie pas trop les ceintures, mais je pense qu'ils vont finir par le faire. Mais pour l'instant, elle se tient bien. Et quand on sait qu'à l'époque, à la fin des années 80 et au début des années 90, on crachait sur cette fédération qui venait d'apparaître, que HBO voulait même pas la reconnaître, et qu'au final, maintenant, c'est elle qui se comporte le mieux. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc, question sur les ceintures, question sur ces fédérations. Vous savez que ces fédérations sont en fait des entreprises qui sont localisées dans certains pays. Pouvez-vous me dire le pays où est localisée la WBA? Dans quel pays du monde la WBA est installée? Moi j'ai une petite idée, mais j'y crois pas trop, mais je dirais Angleterre, en fait. Angleterre pour Clément. Bat. Ouais, Angleterre. Ah, c'est pas con ça. Angleterre. Pas con. Attention, on a bien dit que c'était quand même des organisations d'enculés. Hein. Donc, oui, hein, on reste dans l'idée. Hein. The motherfucker. Donc, Clément dit l'Angleterre. Bat, tu me dirais quoi comme pays où résiderait la WBA, les bureaux de la WBA? C'est-à-dire, si tu veux communiquer avec eux, tu leur envoies un courrier ou quoi que ce soit, il faut que tu l'envoies dans ce pays. Ouais, je verrais plus ça dans un pays bien plus planqué, en fait, c'est bizarre. Où est-ce que ça pourrait être? Je donne un indice, les gars. Ça fait l'actualité il y a peu de temps. Je crois que ça continue. Oui, fait d'une certaine façon l'actualité. Une actualité sulfureuse. Ah oui, c'est bon. Une actualité mondiale même. Je dirais que pas que en France, pas que au Canada, pas que aux États-Unis, un peu partout. Oui, j'ai une idée. Reviens. Si c'est pas les vaches, je vois pas où. Si c'est pas aux États-Unis, parce que ça peut être. Moi, je dirais au Brésil, en fait. Voilà, quoi. Alors, Clément maintenant change son idée, dit au Brésil. Bat, on attend toujours ta réponse. Ah, je veux dire au Mexique. Il n'y a pas d'actualité au Mexique, c'est bizarre. Donc je vois pas. Vous savez pas? Il y a eu quoi au Brésil dernièrement? Peut-être, on donnera peut-être pas de points pour cette question. Je ne veux pas en prendre. Vous étiez proches, les gars. Vous étiez très proches. Vous tourniez autour. C'est au Panama. C'est au Panama. Ouais, c'était bien planqué, quoi. Voilà. Je trouve que ça dit tout. Ça dit tout. Ils sont au Panama. Ça explique beaucoup de choses. Ils sont tranquilles. Ok. Ouais. Au Panama. Allez. Point pour personne, c'est au Panama. Voilà, ça nous a permis un peu de cracher une nouvelle fois sur. Et ils se sont déplacés là-bas ou ça a été créé là-bas? Ça a été créé là-bas. Ok. Bon. Ça explique beaucoup de choses. Enfin, il faudrait voir si peut-être ils se sont pas délocalisés dans les années 70 là-bas. Faudrait vérifier. Il faudrait vérifier. Ils ont fait Mais depuis la fin des années 70, c'est au Panama. Ok. Voilà. Alors, ça nous a permis de un peu une nouvelle fois dire tout le mal qu'on en pensait de ce système qui nous tue. Allez, on va se faire plaisir. On va passer déjà à la 10e question. Attention, après la 10e question, c'est les questions bonus. Déjà, on est à la dernière question et là, on va se faire du bien. On va parler boxe et cinéma. Les gars, boxe et cinéma, je pense que ça vous inspire. Vous avez un film particulier que vous aimez, que vous voulez partager avec les auditeurs? Bat? Ouais. On parlait il n'y a pas longtemps, en plus, je crois, de film et cinéma. Clairement, bon, on peut parler de Creed, on peut parler d'actu. Le dernier en date, qui est vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, beaucoup mieux que La Rage au ventre. Là, on peut les mettre un petit peu en comparaison. Les deux sont sortis dans un laps de temps assez court. La Rage au ventre et Creed. La Rage au ventre, c'est quoi ça? C'est avec. C'est quoi, ok. D'accord. D'accord. Ils ont en France. Voilà, ils ont tout changé. Voilà, Creed, très très bien. Je me lasserai jamais de Rocky. D'ailleurs,
t'en parlais sur ta chronique, non pas sur ta chronique, sur ta page. Durandal a fait un très bon très très bon documentaire sur Rocky, une analyse sur filmique sur Rocky, excellent, enfin à regarder d'urgence, pour ceux qui l'ont pas fait. Creed, The Fighter aussi très bon. Très bon également. Il y a pas. J'en parlais dans ma. Moi, je suis un grand fan d'Ali, du film avec Will Smith, je trouve vraiment merveilleux. Oui, j'en parlais dans ma deuxième chronique du Captain Crochet, ma deuxième vidéo qui était consacrée au boxe et cinéma. Notamment The Fighter. The Fighter est un excellent film, mais comme je le disais, le problème de The Fighter, c'est que ça ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, ou plutôt peut-être l'intelligence du film The Fighter, c'est peut-être de ne pas aller jusqu'au bout, justement, parce que comment mettre en cinéma cette fameuse trilogie Arturo Gatti et Mickey Ward? Est-ce que pour vous, comme pour moi, vous pensez que c'est impossible? Impossible. Ça reste du domaine sportif et ça reste un événement. On peut pas le mettre en film, ça. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes émotions, c'est impossible de faire transparaître ça. Oui, je suis assez d'accord avec Bat. Ouais, je suis d'accord, totalement d'accord. Clément, un peu les mêmes films que Bat et que moi, je pense. Alors, il y en a un qui est pas trop connu, enfin, c'est un peu plus, comment dire, on va dire un peu plus intime comme film. Oui, vas-y. C'est The Boxer avec Daniel Day-Lewis, Zéro en Irlande. Et je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que j'ai découvert il y a 3 ou 4 mois. Et je trouve que c'est vraiment un excellent film sur la boxe déjà, sur ce qu'elle apporte à quelqu'un, mais aussi sur l'histoire en Irlande par rapport à l'Irlande du Nord, etc. Et la guerre qui a eu lieu, enfin cette guerre. Question numéro 10, portant sur le cinéma. Attention, une question spéciale Captain, donc accrochez-vous. Dites-moi les gars, vous aimez Rocky, vous aimez Creed, vous aimez la saga Rocky dans son ensemble. Dites-moi, quel personnage, quel acteur, quel personnage est à la fois est personnage du monde de la boxe et à la fois dans le film Rocky Balboa et dans le film Creed, mais n'est pas Sylvester Stallone. Quel acteur, personnage de la boxe est à la fois dans Rocky Balboa, apparaît dans Rocky Balboa et apparaît dans Creed, mais n'est pas Sylvester Stallone. Tu veux dire un vrai boxeur? Non, un personnage du monde de la boxe, boxe qui est à la fois acteur, qui apparaît dans le film Rocky Balboa, c'est-à-dire le 6e volet de la saga Rocky qui est sorti en 2006. Donc il apparaît dans le film Rocky Balboa et il apparaît aussi dans le film Creed, mais il n'est pas Sylvester Stallone. Eh ben c'est pas Mike Tyson. Non, Mike Tyson n'est pas dans Creed. Non, moi je pense pas. Il n'est pas dans Creed. Il n'est pas dans Creed, Tyson, non, peut-être pas. Non, il n'est pas dans Creed. Et en plus il fait vraiment une apparition éclair dans Rocky Balboa. Alors, dans Creed et Balboa. Il y a plusieurs réponses possibles. Mais c'est pas Max Kellerman. Max Kellerman? Ouais. Forcément, ça doit être lui. Oui, je crois qu'il a raison. Je crois qu'il Max Kellerman. Oui. Max Kellerman. Ouais. Parce que bon. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Il y en a beaucoup. Ouais. Donc attention, attention. Ouais. Personne ne dit plus? On peut dire 2 noms du coup. Tu peux même en dire 3. Ouais. Allez, je dirais Max Kellerman. Je me pose la question s'il n'y a pas, Roy Jones, le commentateur quelque part, non? Non. Du tout. Il apparaît dans Sospo, mais pas. Le comparse de Max Kellerman. Il y a Michael Buffer aussi. Eh oui, oh là là, ça fait 2 pour battre, là. Voilà, mais je sèche après. Qui peut y avoir d'autres? Il y en a 3, tu dis? Même 4. 4? Ah ouais.
Ils sont nombreux. Mais le point va pour Bat. Hein. Le point va pour Bat parce qu'il a trouvé. Il va y avoir un arbitre, non, aussi, peut-être Point pour Bat. célèbre. Mais c'est pas le même arbitre. Donc il apparaît pas dans les deux films. Alors je vous dis. Donc Max Kellerman. Ouais. Jim Lampley apparaît dans les deux films aussi. Complet, ouais. Oh, Les deux Exact. apparaît dans les deux films. Le speaker Michael Buffer apparaît dans les deux films, forcément. Sure. Mais il y a un dernier personnage que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai un dernier personnage que j'ai eu la chance de rencontrer qui apparaît dans les deux films. Ça vous dirait? J'ai eu la chance de le rencontrer à San Francisco. Oui. Et d'ailleurs, je me rappelle, je t'avais posé la question vraiment bien. Oui, tu l'as Clément, tu l'as. Et... Le point va pour Bat parce qu'il a trouvé le premier. Mais si tu trouves, c'est beau. Je me rappelle pas du prénom, je vois qui c'est. Mais il m'en rappelle plus. Voilà. Vous jetez l'éponge? Je jette l'éponge. Eh ben c'est Jacob Durand, Stitches, le Cutman, le fameux Cutman. Le fameux Cutman, il est dans le coin de Rocky, dans Rocky Balboa, et il est dans le coin d'Adonis Creed, dans Creed. Ok, Ouais. Bien joué. Ils ont même été sympas avec lui parce qu'ils lui ont donné une ligne de dialogue dans Creed. Ils lui ont donné une ligne de dialogue. Et à un moment, le téléphone sonne dans le gym, il le passe à Rocky. Voilà, ils lui ont donné une ligne de dialogue. Excellent, ça. Excellent. Voilà. Allez, on arrive déjà à la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, les gars, le capitaine a 4 points. Bat et Clément sont à égalité à 3 points chacun. On est obligé de faire des questions bonus. On est obligé. C'est beau. C'est beau. Attention, les questions bonus, les gars, comptent double. Ok. Les questions bonus comptent double. Attention. Alors, la question va être une question encore d'estimation. Celui qui arrive à me dire le chiffre le plus haut et à le tenir gagne le point. Attention, on va parler dans cette question bonus des fils de. Eh oui, parce qu'en boxe, comme dans plein de domaines d'activité, la télévision, le cinéma, le théâtre, la politique, nous sommes envahis des fils de. Des fils de qui font leur petite carrière avec l'aura de leur prestigieux papa. Alors, ça va être la question Poker Face, les mecs. C'est la question Poker Face. Attention, les gars, vous me donnez un chiffre. Combien de fils de vous pouvez me citer? Vous me donnez simplement un chiffre. Attention, par exemple, vous me donnez 3. Si c'est vous qui tenez la main, vous devez me citer 3 noms de fils de. Combien de fils de vous pouvez me citer? Alors. Non, on dit pas, on ne dit rien. Tu me dis simplement un chiffre. Tu me dis, je peux t'en citer 3. Peut-être que Bat, là, il peut. Peut-être que tu bluffes. Peut-être que Bat va augmenter. Il dit, Bat va peut-être en dire 4 ou 5 ou 6. Je ne sais pas. Combien vous pouvez m'en citer? Donnez simplement un chiffre. Ok. Tu commences, Clément? Attends. J'en ai un dernier là. Mais bon, je vais en dire 3. Alors. Question compte double, les gars. Question compte double. Vous prenez la main du jeu là. Ah merde. Et il faut me donner un chiffre. Clément, tu peux m'en dire combien? 3. 3. Bat. 4. 4. Ouh, Bat, tu as dit 4. Attention. Clément, est-ce que tu peux surenchérir? Est-ce que tu peux dire 5? Peut-être que je bluffe. Hein. Peut-être qu'il bluffe. Peut-être que Bat bluffe. Non, je peux pas dire. Il peut pas dire. Attention, Bat, tu as dit 4 fils de. C'est parti, on t'écoute. Alors, on va commencer dans l'actualité avec Chris Eubank. Oui, Junior, tout à fait. Voilà. Ça fait 1. On a Julio César Chavez. Junior, le tout coussin. à fait. Ça fait 2. On a Floyd Mayweather. C'est vrai.
C'est vrai. Et puis bon, bah, il m'en a donné un, Clément, à son insu. On va partir sur Maryse Frazier. Ouais. Eh oui, ça fait 4. Voilà. Ça fait... Je pense qu'en plus, en réfléchissant, on peut en citer vraiment une tonne. Hein. Il y en a vraiment beaucoup, finalement. Il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet, ouais. Les points, eh ben, bravo Bat. Les points vont pour Bat. Il passe devant avec 5 points. Il passe devant sur la fin. Attention, c'est pas fini, Bat. Ce n'est pas fini. Attention, ce n'est pas fini. Donc, vous en pensez quoi de ce phénomène? Est-ce qu'il y a un fils d'eux qui vous plaît particulièrement, qui vaut le coup, ou plutôt qui vous déçoit? Je ne sais pas. Franchement, Chris Eubank Junior, pour le moment, il me surprend beaucoup. Tu aimes bien, c'est ça? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Et à part ça, Floyd Mayweather. Ouais. Ah, mais bon, ça fait ça. Bat, pour toi? Non. Pareil, Chris Eubank, j'ai encore beaucoup de doutes sur lui. On va voir ce qu'il va donner. En plus, dans l'actualité, là, on parle de lui contre Golovkin. Ouais. J'ai un peu peur, si ça se fait, j'ai un peu peur pour lui. Non, en vrai, ouais, à part Floyd Mayweather, finalement, il n'y a pas beaucoup qui ont eu une carrière excellente. Roy Jones, il est le fils de quelqu'un, non? Oui, mais je pense pas que son père est... Ou alors s'il a une carrière, il a une toute petite carrière. Ouais, une toute petite carrière. Je sais pas. Il était entraîneur en tout cas, il a été... Voilà. Mais je sais pas s'il a une grande carrière. Je suis pas sûr s'il est monté sur le ring. Je suppose, mais... Ouais. Et toi, Captain? Bah, je suis comme vous, ça me laisse perplexe parce que les grands juniors, finalement, c'est eux qui ont monté le nom. Ouais. Tu vois, Floyd Mayweather, c'est lui qui a quelque part, son père a profité de l'aura de son fils, tu vois. C'est un peu inversé là, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, même si le père a quand même une sacrée carrière. Il a une très belle carrière. Ouais. Mais c'est très dur quand même pour les fils d'avoir une carrière sous l'aura de leur père. Ça marche très rarement. Ça marche très rarement. Ça marche très rarement. Quel que soit le sport, ça marche très rarement. La comparaison est toujours là. Puis il y a une histoire aussi d'avoir la fin. Quel que soit le sport, il faut avoir aussi la fin. Voilà, quand t'as bien vécu, est-ce que... C'est pour ça, quand même, Chris Eubank Junior, que je mets quand même une petite pièce sur lui, parce qu'effectivement, il a une mentalité pas d'enfant gâté, quoi. Voilà. Ouais, il est en train d'écrire son truc. Ouais, très tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il vaut? C'est vrai, qu'est-ce qu'il vaut? S'il affronte Golovkin, on saura. Ça va être compliqué pour lui. Hein. Ça va être compliqué pour lui. Allez. Déjà que c'était compliqué avec Billy Joe Saunders, je vois pas comment il va pouvoir... Il va pouvoir sortir Golovkin. Je vois pas comment. En allant à la guerre. Moi, je pense... Enfin, je dis pas qu'il va réussir. Je pense même qu'il ne va pas réussir. Mais le seul moyen, c'est être dans la mentalité Marvin Hagler contre Thomas Hearns. Ah oui. C'est tout pour lui. Et d'ailleurs, Andy Lee, qu'on aime bien, Andy Lee a toujours dit, si je devais affronter Golovkin, je m'entraîne pour 5 rounds. 5 rounds de guerre, parce que ça ne sert à... C'est le seul moyen, 5 rounds. Et je trouve que c'est pas... Ouais, je trouve que c'est très malin de sa part de dire ça, parce que Golovkin, il peut te massacrer pendant 12 rounds. Il coupe tellement bien le ring que... Voilà. Et quand... Ouais. Donc... Mais Chris Eubank, quand il s'y met, il a quand même des putains d'enchaînements qui est violent. Mais voilà. Sur qui les a-t-il mis pour l'instant? Oui, sa fiche n'est pas exceptionnelle. Les deux seuls boxeurs avec qui je verrais que Golovkin aurait pu rivaliser, ça aurait été Carl Froch et André Ward. Ouais. Je pense que pour Carl Froch, ça aurait été l'épreuve physique ultime. Ouais. Je pense. Et André Ward, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je pense que techniquement, il peut dominer Golovkin. André Ward, moi je vous dis, j'ai eu la chance de le voir, André Ward, depuis que je l'ai vu. Pour moi, André Ward part gagnant contre Kovalev. Je vous le dis. Peut-être je vais me tromper, mais il part gagnant contre Kovalev. Vraiment, c'est un maître. C'est un maître. Exact. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Alors,
les gars, le jeu n'est pas fini. De toute façon, on va peut-être en parler après le quiz. Tout à fait. Exactement. Bat a pris la main du jeu, mais le jeu n'est pas fini, les gars. Avec une question bonus, et en plus, je trouve une question facile. Franchement, une question facile. Toute la piraterie de la boxe va s'arracher les cheveux là sur cette question parce qu'ils vont trouver que c'est trop facile. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé des champions de légende là pour ce jeu. Mais que serait un champion sans son homme de coin? Et on va parler maintenant du lien entre entraîneur, ou plutôt homme de coin et grand champion. Et pour leur rendre hommage, j'avais envie de leur poser 7 questions. Alors là, normalement, les gars, vous devez être ultra rapide. À peine j'ai fini la question, vous devez me donner la réponse, les gars. Quel entraîneur, homme de coin, d'accord? Entraîneur, homme de coin, ok? Gagne le championnat du monde des lourds à 20 ans d'intervalle avec les 2 protagonistes du premier combat? Emmanuel Stewart, non? Non, c'est pas ça, Clément. Tu peux répéter parce que j'ai pas Quel entendu. Homme de coin, quel homme de coin gagne, Oui. en tant qu'homme de coin, gagne le championnat du monde des lourds à 20 ans pile d'intervalle avec les 2 protagonistes. Une fois avec l'un, la deuxième fois avec l'autre. Les 2 protagonistes du premier combat. Ah oui. Le premier combat, il gagne dans le coin d'un des boxeurs. Et 20 ans plus tard, il va gagner le championnat du monde dans le coin de l'autre boxeur. Bon, ça. Ah oui. Ah ouais. Attention, on est dans du légendaire. Là, on tape dans du... Très haut. Et on en a parlé en plus. Hein. On en a parlé, là. C'est Gazamato, alors. Et ouais. Non. Non. Non plus. Et je... Putain, je vois de qui il parle. Mais, oui, il y a 20 ans d'intervalle dans le même coin. Ouais, Attention, les gars. Là, je vais arrêter. Je vais prendre les points pour moi, les gars. Là, si vous me répondez pas, je vais prendre les points. On en a parlé. On en a parlé. Mais il y a tellement de choses à... Et si je vous dis les noms des 2 boxeurs, c'est le cadeau. C'est trop le cadeau, là. C'est même pas possible. C'est pas possible. Les mecs, toute la piraterie, là, est en train de s'arracher les cheveux en vous écoutant, là. Exactement. Oh, incroyable. Un homme de coin, on en a parlé. Ouais. On en a parlé. Putain. Il est dans le coin. On va t'offrir les points, alors, Captain. Allez, je vous donne les dates. Je vous donne les dates et là, les mecs, je vous donne 5 secondes après vous avoir donné les dates. Donc, il est dans le coin d'une légende en 74, octobre 74, et il est dans le coin d'une autre légende en novembre 94. Attention, les gars, il y a des pirates qui vont sonner à votre porte, qui vont vous mettre des claques. Oh putain, mais... Encore 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Le point est pour le capitaine. Le point est pour le capitaine. Et la réponse était Angelo Dundee. Angelo Dundee qui est dans le coin de Mohamed Ali contre George Foreman au Zaïre et qui est dans le coin de George Foreman contre Michael Moorer à Las Vegas en 94. Mais oui, putain. Et j'ai pensé à George Foreman en plus. Eh oui. Il y a George P2. Oh merde. Oh là là. Presque de perdre des points. Oh les gars, c'est serré. Alors non, mais moi je veux que l'un d'entre vous gagne, je veux qu'un pirate gagne. Mais les scores. Clément 3 points. Ouais. Bat 5 points. Et malheureusement avec cette question, le capitaine 6 points. Ok. Voilà. Mais rien n'est fait. Attention. On passe à la toute dernière question. Okay. La toute dernière question où je donne 5 points. Je donne 5 points pour cette dernière question. Je donne 5 points. Attention, cette question est la question Acteur Studio. C'est la question Acteur Studio. Je vous explique. Pour cette dernière question, j'étais obligé
de parler de nos grands amis, les journalistes sportifs de la télévision française. J'étais obligé de parler d'eux. Alors, pour cette dernière question, c'est une question acteur studio. Vous allez devoir me sortir le plus grand acteur que vous avez en vous et vous allez devoir me faire revivre une situation. Vous allez devoir me faire revivre la situation où vous avez perdu tous vos cheveux devant la télévision française, le jour où vous avez entendu l'absurdité de trop, l'absurdité qui vous a fait casser votre télé, l'absurdité qui vous a fait vous connecter avec la piraterie de la boxe. C'est intéressant. Voilà. Faut que vous... Moi, je suis très loin de vous, les gars. Je vis très très loin de vous. Alors, il va falloir que vous me fassiez revivre ce moment où vous vous êtes arraché les cheveux, où vous vous êtes tailladé les veines, où vous vous êtes dit « je ne peux plus entendre ce nombre incalculable de conneries. C'est plus possible d'entendre ces absurdités. Il faut que je change. » Moi, je sais très bien ce que j'ai imité. Parce que là, c'était intolérable. On est dans l'intolérable. Hein. Faut que vous fassiez vivre un moment intolérable. Attention, on va pas. Alors, vous vous concentrez vos karmas, toute votre puissance d'acteur studio. On va commencer avec Clément. Vas-y, Clément. Attention, je vote. Hein. C'est Festival de Cannes. C'est bon, faut commencer? Vas-y. Et oui, Brahim. Un coup sous la ceinture dévastateur. Il ne pourra peut-être pas se relever. Oui, peut-être. Ah, c'est bon. Tout va bien. Mais dites-moi, Brahim, est-ce que les boxeurs portent des coquilles pour se protéger? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils portent des coquilles. Voilà. Alors, toi, ça a été ce moment-là où... Alors, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était... c'était il y a même pas 3 semaines, c'était quand il y a eu, comment ça s'appelle, le match dont on dit que Alvarez aurait dû perdre juste après Mayweather. Ouais, Lara. Mais contre Lara. Lara avait donné un coup de poing dans les parties, si vous voulez, en fait. Et juste après, le second de Brahim Asloum a posé la question en direct. Est-ce que les boxeurs portent des coquilles? C'est intolérable. Là, c'est même pas c'est comment dire, c'est de l'incompétence professionnelle. C'est incroyable. Ne pas savoir ça. En tant que néophyte, je comprends que tu saches pas ça. Mais en tant que journaliste professionnel sur la boxe, ne pas savoir ça. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. C'est au top. C'est au top de la connerie, hein. On est au top là. Oh, purée. On passe à battre. C'était pas mal, Clément. C'était pas mal, Clément. On passe à battre. Alors, moi, je n'ai pas de télé, je regarde pas la télévision française. Par contre, la dernière fois où je me suis arraché les cheveux, parce que je sais pas comment je suis tombé dessus, j'ai dû voir le dernier match de Floyd Mayweather contre Berto en français. Oh là là, là, ça pique. Hein. Ça pique. Cette masturbation sur Floyd pendant 1 heure, c'est catastrophique. Et ça donne un truc un peu comme ça fait... Et le voilà Floyd, Monet, Mayweather, c'est esquive, regardez-le, la légende, le plus grand de tous les temps, regardez, donnez une leçon de boxe à André Berthaud. Et voilà, ça pendant 1 heure, infernal. Le son, on regarde que les images, ça suffit amplement. C'est l'horreur absolue, la télévision française. Ah, pas mal. Pas mal. Franchement, belle prestation aussi de Bat, là. Belle prestation. Là, j'ai eu 2 belles prestations. Moi, vous savez, ça a été le sujet de ma première vidéo, ma première chronique que vous pouvez retrouver sur YouTube, la première chronique et l'oreille consacrée. Moi, voilà. Et d'ailleurs, quelque part, la page est née grâce à ça parce que je pense que j'en ai entendu trop. En étant loin, pareil, j'ai pas la télé, j'ai cherché sur Internet et par hasard, j'avais pas encore ma télé, j'étais en plein déménagement, je prends sur Internet pour regarder, c'était Pascal contre Kovalev, le premier combat. Et ça a été tellement énorme cette soirée-là que je me suis dit, autant qu'on essaye d'en parler nous-mêmes, quoi. Tu vois.
Ouais. Parce que quand t'entends déjà que un combat intéressant en mi-lourd, lourd léger même, ça veut dire que pour toi, c'est très très clair que tu ne comprends rien aux catégories de poids. Ça veut tout dire. Voilà. Je crois, ouais, ça veut tout dire. Je crois que c'est Descartes. Je crois que c'est Descartes qui disait ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et clairement, dans leur tête, c'est très très chamboulé. C'est très très chamboulé. C'est le flou total. C'est le flou total et ça se voit et on ne fait que le ressentir. Voilà. Et franchement, on devrait faire un jeu d'alcool. À chaque fois qu'un journaliste sportif devant un match de boxe dit une connerie, on boit un shot. Et je suis sûr. On passe pas un round. On passe pas un round. À la fin du combat, c'est pas mal, ouais. C'est une bonne idée, ça. C'est une très très bonne idée. C'est triste parce qu'ils ont servi à ternir l'image de la boxe en France et à la télé. Ils sont les premiers responsables. C'est à eux de faire aimer un sport. Voilà. Et les téléspectateurs, les commentateurs doivent être là pour ça, quoi. Quand on voit comment ça se passe en Angleterre, c'est tellement différent. Voilà. C'est tellement différent. Ouais, écoute, la passion, elle est là. Tous les pays, moi je peux te dire, même ici, et puis surtout aux États-Unis, je veux dire, c'est le top. C'est le top. Et l'Angleterre, je suis d'accord avec toi. Voilà, et ce qui fait que le public, après, ce qu'on appelle le IQ box, même de l'amateur ou même du novice, il est tellement plus haut que l'amateur français. C'est, voilà. Et ça, et pareil, sur plein de plans, on prend du retard, et sur celui-là, c'est pareil. Voilà. C'est très dommage, en tout cas, c'est très dommage. Mais c'est comme ça. Alors, vaut mieux en rire que d'en pleurer, parce que sinon, on pleurerait beaucoup trop et on rendrait vraiment richissime Kleenex. Bref, les gars, on en arrête là. Vos 2 prestations étaient super. Alors franchement, je vous ai mis 5 points à chacun. On finit ce quiz de l'été avec Bat qui arrive avec 10 points. Quand même, bravo Bat. Sur le fil, tu arrives à gagner, bravo. Clément est juste derrière avec 8 points. 8 points. Et moi, je suis dernier avec 6 points. Voilà. J'espère que ça vous a bien plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous avez passé un bon été. Cette émission, vous pouvez l'écouter tout l'été. Voilà. Bon, je vous en veux un peu sur Angelo Dundee, les gars. Quelques questions d'enfoirés, Captain. J'ai bien des choses. Les mecs, on est piraterie de la boxe, on l'est pas, là. Je pouvais pas faire trop facile. Faut tirer le niveau vers le haut, quand même. Voilà. Donc, on vous souhaite tous un bel été pour cette fin de saison. On revient bientôt parce que dès que l'ActuBox fera appel à nous. Voilà. Donc, merci encore les gars pour cette belle émission, ce beau petit jeu. J'espère qu'on pourra peut-être en refaire. Les auditeurs, dites-nous si vous avez apprécié des jeux comme ça, si vous voulez participer à des jeux comme ça, on en fera plus et ça élève le niveau comme dit Bat. Voilà, les gars, passez un bon été. À bientôt. Merci. Bientôt.